J'envoyais des mails tous les jours aux attachés de presse, mais on me disait Mm. bah non, c'est pas possible. Et genre, je comprends. Surtout quand t'es un média sur YouTube, TikTok, c'était mal vu en fait. C'est vrai que la même semaine, j'ai fait Camille Cotin et Romain Duris. Mm. J'étais en mode, mais il se passe quoi dans ma vie pour qu'on me donne ces interviews-là? Parce qu'il a parlé de tes chaussettes trouées, tu l'as mal pris. Ça, je t'avoue que je comptais pas en parler devant la caméra de mes chaussettes trouées, mais l'interview a fait un buzz monstre. Ça a fait genre 30 millions de vues en quelques jours de partout. Je me rends compte que c'est tellement bizarre de dire ça. Coucou Marco. Ah ouais, non. Allez, vas-y. On a déjà fait je vais faire un petit clap. Allez, j'ai fait le petit Vas-y. clap, c'est ton tour. Bon, comment tu vas? Salut Lucie, ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Ça fait quoi là aujourd'hui? Donc on va inverser la cadence, c'est moi qui vais t'interviewer, toi qui donne le micro d'habitude. Bah là aujourd'hui c'est toi qu'on va écouter. Ouais, je suis un peu intimidé parce que normalement, quand t'es journaliste, tu poses les questions, tu les as préparées à l'avance. Et là, j'ai un peu peur de ce que tu vas me poser, mais écoute, hâte de voir ce que tu m'as préparé. T'inquiète, je vais pas te déstabiliser. Alors, déjà, j'aimerais que tu nous parles un peu de Shotio, parce qu'avant d'être on time, tu étais Shotio. Comment t'as commencé? Raconte-nous un peu storytelling de ton média, quoi. Ouais, c'est vrai. En fait, j'étais en classe de 4ème, j'avais 13 ans, même pas encore 14. Et je voulais ressembler à l'époque à Laurent Delahousse, c'est le présentateur du JT de France 2. Mais bon, les gens ils me disaient c'est bien, mais bon, le seul point que t'as en commun avec lui, c'est la mèche, quoi. Mais bon, moi je me suis dit, présenter le JT, ça va être un peu compliqué à 14 ans, mais par contre, pourquoi je lancerais pas mon petit JT, mais sur YouTube? Parce que c'est là où sont les jeunes. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram, Ouais. il n'y avait pas les Reels. Donc c'était YouTube. Mhm. Et donc j'ai commencé, tu vois, à tourner un peu mon émission tous les mois. Je m'étais fixé tous les 15 du mois de publier une vidéo. Il y avait une interview. Bonjour à tous et bienvenue dans le show Tio. J'espère que tout se passe bien de votre côté et je tenais particulièrement à vous remercier pour ceux qui ont vu mon journal, pour ceux qui se sont abonnés et pour ceux qui m'ont encouragé. Les premières interviews, c'était pas des gens connus du tout, hein. C'était mon père au début, c'était des amis de mes parents qui étaient médecins, agents immobiliers, même toi, t'es Oui, on passé. s'en rappelle, je faisais des petites interviews dans le collège. Ouais. Mais à ce Donc, moment-là, moi, je rêvais, tu vois, d'interviewer des gens du cinéma et tout, mais c'était dans l'ordre du fantasme, hein. D'ailleurs, t'as commencé par... C'était qui le premier invité Enfin, le invité de marque, on va dire un peu. Alors, je sais que en tout cas, la première interview qui avait trop bien marché sur YouTube, elle avait fait genre 300 000 vues sur YouTube, c'était genre incroyable parce que j'avais genre Je pense que 300 je sais abonnés. qui tu vas dire. C'est qui? En fait, j'hésitais entre deux. Moi, je me rappelle, dans tes premiers, il y avait le gars des choristes. Ouais, c'est lui. C'est lui. Et après, une qui avait très bien marché, c'était, je connais pas bien, mais celle qui était genre dans un truc de foot, là. Ah oui, Laure. oui, Anne-Laure Bonnet. Anne-Laure. Ouais, dans le fond. Mais oui, effectivement, Grégory Gatignol, c'est en fait le méchant dans Les Choristes, le film Les Choristes. Et ma mère me dit, ah, mais tu sais que je l'ai vu emmener ses fils à l'école, du coup, à Notre-Dame-des-Arts, à Rion. Et elle me dit, bah attends, est-ce que tu veux que j'aille lui demander si jamais il serait ok pour que tu l'interviewes? Et elle va le voir à la sortie, elle lui demande, et elle lui dit, bah vas-y. Et du coup, il vient un jour dans ma cuisine, il y a les Thermomix à gauche, on entend les frères passer. Écoute, cette interview était trop bien parce que tous les gens se demandaient qu'est-ce qui est devenu le méchant du film Les Choristes. Il a effrayé tout le monde et c'était complètement dingue. Et même là, d'ailleurs, j'ai reposté un extrait, tu vois, là, il y a 2 jours, du coup, de cette interview qui date d'il y a 7 ans. Ouais. Et là, tu vois, elle a fait 2 millions de vues en 24 heures. Tu vois, c'est fou. C'est complètement dingue. Donc, en vrai, ça intéresse vraiment les gens de qu'est-ce qui est devenu cette personne. Oui, parce que tu leur tends le micro, enfin, à certains, pendant qu'il y a une hype autour d'un film ou quoi, mais c'est vrai que de tendre le micro des années après, c'est sympa pour voir l'évolution, et je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui le font. Il y a le côté hyper nostalgique. Je l'avais fait pareil pour Nos Jours Heureux, où j'avais interviewé d'abord Arthur Mazet, donc celui qui fait, alors je sais plus comment il s'appelle dans le film Nos Jours Heureux, celui qui a avec les cheveux longs, qui joue de la guitare, qui est au début un peu dans son coin, qui fait des blagues racistes, et puis après un succès avec les femmes dans le film. Et tous les gens se demandaient, ah mais dingue sa transformation 20 ans après. Et il y a quelques semaines, on a fait Cindy Colbert qui joue le rôle de Camille. En fait, tous les mecs étaient amoureux d'elle dans le film Nos Jours Heureux. Et pareil, l'interview, elle a fait un buzz mais immense. Et en fait, c'est dingue de voir comment ces personnes-là, ça évoque vachement de nostalgie et d'émotion chez les gens parce que ça leur rappelle un souvenir de fou. Ouais, ça m'étonne pas que les gens kiffent. Et du coup, à quel moment Shotio est devenu on time? Ouais, parce qu'en fait, quand je disais Shotio aux gens, parce que Shotio, du coup, c'est show comme spectacle, et Tio, T-H-I-O, les premières lettres de mon nom de famille.
Mais c'est vrai que les gens qui connaissent pas Thiolier, quand tu leur dis Chotio, ils savent pas comment l'écrire. Donc c'était une galère. À chaque fois, je devais épeler. Et je trouve que ça n'est pas hyper crédible. Et donc un jour, on est en voyage avec mes parents. Là, ça va faire bien peut-être 3 ans. Et je lui dis que je veux changer de nom. Et je crois que c'est mon père qui trouve On Time. En plus, il y a le côté un peu on time. Tu vois, les acteurs, est-ce qu'ils sont on time, est-ce qu'ils sont à l'heure tu vois, à l'interview, moi, on fait toujours la blague. Ah, t'étais bien on time aujourd'hui. Toi, t'es toujours on time. Toujours. Je peux pas en dire autant. Et donc, du coup, tu vois, l'avantage, c'est que tu dis on time autant à un Français qu'à un Américain. Il sait comment l'écrire. Et donc, il y a ce côté aussi un peu crédible, tu vois, média. Ça, je voulais vachement me détacher. Tu vois, je voulais pas que le média se soit associé à Marco. Je voulais vraiment avoir cette posture de média qui me permette de faire venir d'autres gens comme toi qui a déjà fait des interviews. Tu vois, avoir une posture un peu plus crédible. Et ça m'a permis, j'ai direct vu le changement auprès des attachés de presse. Ça a pris, tu vois, j'étais un peu plus crédible et ils m'ont donné directement, plus facilement des acteurs. Je sais que quand j'ai changé de nom, directement, on a pu me donner Cécile de France. C'était pour moi une des plus grandes actrices, hyper dingue, tu vois. Mes parents, ils étaient comme des fous quand je leur ai dit que j'allais la rencontrer. Et donc, tu vois, de discuter avec elle, en plus, elle est tellement géniale, elle est tellement généreuse en interview. Elle aussi, tu l'as remise là, il y a pas longtemps sur On Time. Et en plus, elle s'en souvenait alors que ça faisait genre 3 ans, on s'était pas vu. Ouais. Et elle a dit, ah, mais bien sûr, je m'en souviens, c'était trop sympa. Mais d'ailleurs, au début, ton média, il était un peu tout terrain. Genre, tu traitais autant. En fait, tu faisais. À la base, ton Chotio, c'était l'actualité. Mais après, tu traitais de plein de sujets différents. T'invitais des personnalités de plein de domaines qui n'ont rien à voir. Et c'est vrai que tu t'es pas mal axé cinéma depuis peut-être 2-3 ans, non? Ouais, c'est ça, t'as raison. Un peu depuis On Time, en fait. Ouais. Mais ça, c'était un choix de ta part ou vraiment t'as suivi le truc Ouais, j'ai voulu me positionner. C'est vrai qu'au début, j'interviewais autant un ancien membre du GIGN qu'un astronaute, qu'un auteur. Mais ce qui me faisait rêver, moi, c'était le cinéma, c'était la culture, mais j'y avais pas accès. C'est-à-dire que j'envoyais des mails tous les jours aux attachés de presse, mais on me disait, bah non, c'est pas possible. Et genre, je comprends. Surtout quand t'es un média sur YouTube, TikTok. À l'époque, pour eux, c'était hyper ridicule et d'être sur TikTok, c'était mal vu en fait. C'était même vu soit comme des gens juste qui font de la petite danse sur TikTok, soit en mode que pour le buzz. C'est-à-dire que tu vas faire une interview et le journaliste, il va en extraire 15 secondes, il va mettre sur TikTok. Et après, ça a vachement changé, notamment avec le confinement. Ils se sont dit, ok, mais en fait, les jeunes, comment ils entendent parler d'un film ? C'est pas du tout en lisant le journal, c'est pas en écoutant la télé, c'est pas en écoutant la radio. C'est en scrollant sur TikTok en fait. Ouais, carrément. Et donc là, ils se sont dit, mais il y a quoi comme média sur TikTok ? Et j'étais pas le seul, mais en vrai, il y en a pas beaucoup qui traitent du cinéma. Et donc, du coup, ils y ont vachement vu un intérêt de se dire, ok, on va toucher les jeunes, on va inviter de plus en plus de médias web sur ce qu'on appelle les junkets, donc les journées presse, là où les acteurs ils font les interviews avec tous les journalistes. Et donc, d'ailleurs, maintenant, il y a plein d'agences spécialisées relations web, presse web, qui sont spécialisées et qui sont chargées de contacter des journalistes sur le digital. Et aujourd'hui, sur les journées presse, la moitié, c'est réservé aux médias traditionnels, donc télé, radio, presse écrite, et l'autre moitié, c'est les médias web. Et donc ça, c'est trop cool. Ils sont vachement ouverts, tu vois, à faire des nouveaux formats, où on casse un petit peu les codes, où il y a un côté beaucoup plus simple, authentique. Je sais qu'avec les acteurs, souvent, il y a des médias traditionnels qui passent avant moi. Je sais pas, à France Inter ou TF1. Ouais. Et donc, tu vois, tu as une chaise, et en face, tu as l'autre chaise, et tu as l'acteur, ou le canapé, et tu as l'acteur qui est assis en face. Et moi, quand c'est une configuration comme ça, je leur dis, mais non, on se met tous les deux sur le canapé, ou tous les trois s'ils sont deux, et on discute. Et là, ils se disent, ah oui, ils sont un peu surpris, tu vois, comment ça Et en fait, après, ils se détendent et ils voient que c'est beaucoup plus propice pour avoir un échange intime, pour un peu briser cette barrière du journaliste et l'acteur. Tu vois, on essaie d'un peu avoir une complicité. Et donc, je trouve que ça rend bien. Et en plus, j'en suis témoin, mais tu as globalement des plutôt bons retours sur justement ce type de format plus posé et intimiste, on va dire. Et même un peu divertissant. Et c'est plus frais, quoi. Ça change. Ouais, c'est plus frais. Bien. Et c'est trop cool. Les acteurs, ils passent un bon moment. Moi aussi. C'est trop bien. Et du coup, toi, à côté de On Time, tu fais tes études. Donc, vas-y, dis un peu ton école, ce que tu fais vite fait. Alors, après le bac, j'ai fait 3 ans d'école à Cannes, en journalisme. Quelle école ? Ça s'appelle l'école de journalisme de Cannes. Ça fait partie des 14 écoles qui sont reconnues par la profession, donc pour être journaliste. Ouais. Et là, après, moi, je voulais plus avoir un côté un petit peu business pour justement avoir un peu mon média et voir des perspectives un peu plus business, même si ça m'intéresse un petit peu moins. C'est pour ça que je suis allé à l'ESCP, un master en management des médias, que là, j'ai fini, tu vois, il y a un mois.
Et c'est trop cool, tu vois, d'en apprendre plus aussi sur le côté un petit peu business, de comment on trouve un modèle économique pour un média sur le digital. C'est vachement différent. Et même comment manager une équipe, tu vois, je commence à voir un peu des personnes qui travaillent avec moi. Et tu vois, ça s'apprend. Donc voilà. Ouais, t'as raison. Mais du coup, ça te demande un certain investissement en termes de temps parce que bah, du coup, t'as ton média, tu dois aussi monter. Tu nous as ramené dans le média, mais c'est vrai qu'on fait les interviews, mais on n'a pas toute la partie montage, c'est ça qui te prend le plus de temps. Et puis à côté, bah, tu as tes études, enfin là, tu as cette année tous tes examens, tes trucs. Comment tu combines tout ça? Ouais, en vrai, c'était compliqué, surtout que vraiment, les gens pensent que la partie interview, c'est que ça, mais il y a un boulot monstre derrière, déjà de programmation. C'est-à-dire que tu échanges avec les attachés de presse pour voir quel invité tu vas caler, quel jour, à quel endroit, à quelle heure. Parce que je reçois peut-être 15 propositions par jour, mais je peux pas faire 15 interviews par jour. Donc il faut trier. Quand tu vas voir un film, enfin pour faire une interview d'acteur, il faut avoir vu le film avant. Donc on te donne des dates de projection presse. Et donc moi, je partais de cours. Je disais que j'allais aux toilettes, mais je partais voir un film, tu vois. Parce qu'en vrai, t'as pas le choix. Si tu veux faire une interview d'acteur, t'es obligé d'avoir vu le film avant, faire un retour à l'attaché de presse pour dire que tu l'as aimé, et ensuite il te donne l'interview. Et après, il y a la partie préparation, pour le coup, là, qui prend énormément de temps quand tu veux faire un truc quali. Il y a beaucoup de journalistes, franchement, ils s'emmerdent pas, ils posent des questions du dossier de presse. C'est quoi le pitch du film? C'est quoi ton personnage? C'était comment l'ambiance sur le tournage? Et même les acteurs, quand ils répondent, ça se voit, ils sont saoulés parce que ça fait 40 fois ils répondent à la même question dans la journée. Donc du coup, tu vois, ça c'est un taf monstre. T'as parlé du montage aussi, c'est beaucoup parce qu'on poste autant sur YouTube que sur un podcast, que sur TikTok, que sur Instagram, sur Facebook, Dailymotion, YouTube Shorts, 2 fois par jour. Donc tu vois, c'est... tu passes combien de temps en moyenne sur un montage? En vrai, je pense qu'aujourd'hui, je passe une demi-journée à monter un format long, donc je sais pas, 4 heures. Et bien 5 heures à faire les formats courts. Donc je sais pas, peut-être 4 extraits issus de l'interview. Minimum, mais avant c'était beaucoup plus, mais aujourd'hui c'est devenu automatique. Voilà. Mais c'est vrai que la préparation des interviews, je pense c'est hyper important. En tout cas, moi je le passe vraiment au cœur de ce que je fais sur Runtime. Tu vois vachement la différence quand une interview n'est pas préparée que quand elle est préparée. Parce que déjà, je le fais en 3 temps. Déjà, les questions que je me pose, moi de mon côté. Je donne un exemple. Cadmerade et Michel Larocque, ça m'intéressait de savoir s'ils allaient encore faire leurs courses au supermarché. Raphaël Quenard, je sais qu'il sortait beaucoup en boîte de nuit. Je lui dis alors, depuis la célébrité, est-ce que tu sors toujours ou pas? Il n'avait pas l'air au courant. Pour Fianso et Panayotis Pasco la semaine dernière, le film traite de l'argent. Je leur ai dit, est-ce que vous, la célébrité, l'argent, ça vous est déjà monté à la tête? Tu vois, des questions que je me pose d'abord. Et ensuite, je vais faire aussi un parallèle avec le film. Donc ça, c'est un autre type de question. Je sais pas, avec Camille Codin, c'était un film qui traitait de elle et ses meilleurs amis, des amis d'enfance. Je lui dis, alors toi, du coup, t'as gardé ou pas tes amis d'enfance? Est-ce que le succès, ça t'a fait peut-être perdre des amis? Est-ce que t'as gardé les mêmes? Donc tu vois, c'est des choses intimes, mais il y a un parallèle avec le film. Oui, et puis qui du coup parle à tout le monde. Enfin, là, par exemple, les questions que tu poses sur l'amitié, c'est tout le monde se sent concerné, et pourtant tu restes vraiment dans le thème qu'aborde le film. Du coup, ça colle complètement. Pareil, tu vois, Romain Duris, c'est un film, Une part manquante, où il est papa. Est-ce que être papa dans la vie, est-ce qu'il faut être papa dans la vie pour être un bon papa au cinéma? Est-ce que ça t'aide d'être papa dans la vie pour jouer le rôle du bon père? Est-ce que tu as des petits réflexes qui te viennent? C'est des trucs qui intéressent tout le monde, et en même temps il va parler du film, mais d'une manière un petit peu détournée, tu vois. Et la dernière manière de poser de questions, la dernière façon d'avoir les questions dans une interview, c'est la partie enquête. Et donc en fait je vais écouter des podcasts, des interviews qu'ils ont déjà fait, plein de petites informations pour ressortir parfois des petites pépites, tu vois, des petits éléments de leur carrière où ils vont se dire, ah ok, il a bossé lui. Des fois ils sont choqués. Des fois ils sont choqués parce qu'ils disent, où vous avez trouvé ça? C'est un truc que j'ai trouvé d'une interview qu'ils ont fait en 2004 sur un vieux site web, tu vois. En études de droit? Exactement, ouais, j'allais dire, vous êtes très fort. Waouh, où est-ce que t'as tes infos? Qui t'est allé voir? Qui t'a appelé? Il est bien informé, hein, ouais. Et parfois ça permet de passer d'une interview un peu superficielle ou un peu en surface à un truc vachement plus profond, parce que tu vas chercher des trucs que tu vois, un peu plus profond que tu allais trouver sur le web ou une autre source. Parfois je demande aussi à des amis à eux ou des personnalités qui les connaissent, tu vois, de leur poser une question. Ça apporte un petit peu des séquences aussi amusantes. Et donc tu vois, tout cet ensemble fait que tu as une interview à la fin, tu vois, qui est hyper simple, authentique, où en même temps ils peuvent se livrer. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'espace aujourd'hui où les personnalités ils peuvent se livrer sur des choses intimes.
Donc voilà un peu la recette de On Time, quoi. Du coup, ça ramène un peu de spontanéité aussi, c'est bien. Parce que comme tu dis, à chaque fois, ils ont des journées où ils commencent de 7h, ils finissent à 19h, ils enchaînent les interviews, de poser des questions un peu sous un autre 7h, je sais pas, mais 9h peut-être. Je me rappelle, c'était Sandrine Kiberlin qui m'avait dit ça. Ah ouais? Ils étaient depuis 7h du matin. 7h du matin, t'imagines? Ah oui, parce qu'il y en a, ils font les matinales avant et après. J'ai peur de dire une fake news, tu m'en doutes. Mais non, je crois qu'elle m'avait dit ça. Non, mais enfin, je me mets à leur place, c'est horrible, toutes les 15 minutes ça enchaîne. C'est pour ça qu'ils sont trop contents aussi de faire des médias web comme ça, tu vois, des formats. Et après, il y a des formats qui vont encore plus loin et c'est ce que j'essaie de développer. Je sais pas, les Hot Ones, tu sais, où Ken Kojandi fait goûter les piments à ses invités, ou quand Loris Gugliano il emmène ses invités aussi en voiture faire un tour dans Paris. Tu vois, c'est pas très promotionnel du film et pourtant les gens s'attachent, tu vois, à la personnalité parce que il est drôle, et ça va leur donner indirectement envie d'aller voir le film derrière. C'est vrai que là, tu vois, on a lancé un nouveau format qui s'appelle Interview au Parc Monceau, où en fait, je pose peut-être les mêmes questions que j'aurais posées dans un hôtel, et pourtant, je les pose en balade. On regarde un petit peu la nature, et rien que d'avoir ce cadre-là, ça fait des réponses, tu vois, qui sont vachement différentes. Ouais. Donc, voilà. Ok. Et du coup, comment tu as aussi réussi à avoir, enfin, petit à petit, ton média a pris forme. Il y a des gens à qui tu as demandé d'avoir des interviews au début avec qui finalement, enfin, qui ont refusé à ce moment-là et finalement ça s'est fait. Je prends l'exemple de François Hollande. Comment t'en es arrivé à avoir petit à petit des personnalités aussi importantes, quoi? En vrai, il y a pas mal de parts de culot quand même, d'audace. Je sais que tu vois, François Hollande, je lui avais envoyé un mail et à partir du moment où elle m'a dit alors c'est pas possible pour cette fois-ci, en fait j'y ai vu comme une porte ouverte parce qu'elle m'a répondu déjà. Tous les 3 mois je la relançais, je lui ai envoyé je crois 15 fois jusqu'au final elle dise le président a accepté votre demande. Et donc là elle m'a dit écoute c'est telle date à telle heure rue de Rivoli dans son bureau et tout. J'avais 45 minutes avec François Hollande, un truc de dingue. Ouais, vraiment. Parfois même je voulais faire aussi une interview tu vois avec Augustin Trapenard, tu vois, dans sa bibliothèque des livres. Je lui ai envoyé un message sur Insta, il m'a dit mais avec plaisir Marco. Ça c'est vrai que ça se fait pas trop dans le circuit traditionnel, tu vois, je passe pas par des attachés de presse ou quoi. J'ai des marches en direct chez Gad Elmaleh, c'est une des interviews que j'ai préféré faire dans ma vie parce que pareil, depuis la création de ma chaîne, je veux faire Gad Elmaleh. Tous les ans, les attachés de presse qui me disent non, c'est pas possible, non, il est pas en promo, non, il est trop booké. Du coup, j'en ai marre. Je court-circuite ce qui se fait traditionnellement. Je lui envoie un message sur Insta. Je lui dis hello Gad, une interview sur On Time, on s'en parle. Il me répond let's go. Il me donne son numéro, il me dit appelle-moi. Ouais. Je l'appelle et il me dit écoute, je suis en show à Lille la semaine prochaine. Si tu veux, tu viens voir le spectacle avec une amie. Et ensuite, on fait l'interview dans ma loge. Extraordinaire parce que tu vois vachement la différence en plus entre la personnalité et l'artiste et l'humain qui est en fait hyper posé, hyper spirituel. C'était vraiment top en plus. Hein. C'était une des interviews que t'as vraiment kiffé. Salaud. Franchement, là on est en train de parler, mais j'aurais autant de questions à te poser que toi t'en aurais à me poser. Oh waouh. Ah, ça me touche que tu me parles de ça, bien sûr. Ouais, ça fait partie de ces gens-là où après, tu vois, on garde contact, il te soutient vachement. Il m'avait envoyé un message adorable après l'interview, tu vois, qui m'avait vachement ému. Et tu vois, et ça fait plaisir, tu vois, quand les personnalités d'interview, ils montrent de l'intérêt aussi envers toi. Ouais, c'est important. Et c'est pas tout le temps comme ça, et c'est normal, tu vois, je suis pas là pour être ami avec les stars. Non, mais quand au moins t'as un petit retour et un petit lien qui se crée, c'est trop agréable. Bah oui, évidemment. Et après, pour revenir sur ta question, en plus du culot, il y a aussi pas mal aussi de persévérance, où les attachés de presse au début c'était très compliqué de rentrer dedans, c'est un milieu très fermé. Et un jour, je m'en souviens, je demande, c'était à l'agence Déjà le Web, ils se reconnaîtront. C'était un peu les premiers à me mettre sur un junket. Donc une journée presse, il y a des interviews cinéma. C'était pour le film qui s'appelle La Petite. J'avais demandé pour faire avec Fabrice Lucchini. Il m'avait dit Fabrice Lucchini, ça va être compliqué, tu vois, t'as pas trop d'exemples d'interviews d'acteurs à nous montrer. Par contre, si tu veux, il y a l'actrice secondaire du film, Mara Taquin, si tu veux, on peut te mettre un créneau avec elle. Je dis bah ouais, avec plaisir, elle est top dans le film. Donc voilà, on fait l'interview avec Mara, ça se passe super bien. Et à partir de ce moment-là, ils ont vu que l'interview était cool, que l'actrice avait bien apprécié, que ça a bien marché, donc ils se disent bah en fait on va le mettre sur d'autres films, ce petit jeune. Et donc en fait tu vas me proposer donc petit à petit au début c'était des acteurs secondaires, des petits acteurs. Quand je demandais les gros on me disait non, mais bon c'est normal.
Et puis aujourd'hui, l'avantage, c'est que il me propose un peu pour tous les films, y compris les acteurs que je rêvais de rencontrer il y a quelques années. Donc ouais, c'est complètement dingue. Et est-ce qu'il y a une question que tu es particulièrement fière d'avoir posée Une question. Je sais pas si j'ai une question, mais ce que j'aime, c'est vraiment un petit peu les challenger. Parfois les sortir un peu de leur zone de confort. Un peu, ils ont leur discours promotionnel, ils doivent parler du film. Et puis là, ils sont en mode, oh, ok, je m'y attendais pas. Moi, je sais que j'avais beaucoup apprécié, c'était un échange avec Isabelle Nanty, où elle m'avait dit qu'il y a des périodes de sa vie où elle n'allait pas très bien. Et je lui ai demandé, est-ce que tu es déjà allé voir un psy? Et à partir de ce moment-là, tu vois, elle s'est confiée, elle dit, bah ouais, je vais tout le temps voir un psy, ça m'aide beaucoup, je me verrai pas vivre sans un psy, je conseille toujours d'aller voir un psy. Aller voir un psy, c'est découvrir un langage, c'est découvrir la 3D d'un individu, de soi-même déjà. Il y a ce qu'on croit qu'on est et puis ce qu'on découvre que, en fait, les événements et les choses ont fait de nous. Et puis, au-delà de ça, ça permet après de voir les autres en 3D. C'est de ne pas s'arrêter à une apparence, par exemple, et de chercher ou de sentir tout de suite, à force, qu'est-ce qui a fait cette personne comme elle est. Au-delà de ça, aller voir un psy, c'est une conversation extraordinaire et dont moi, personnellement, je ne pourrais pas me passer à vie. Et donc, tu vois, ça fait du bien aussi d'avoir ce côté-là où tu peux rentrer un petit peu dans l'intimité et quand ils acceptent aussi de se livrer. Et ça peut vachement, je pense, un petit peu désacraliser le fait que, ok, les acteurs, tout va bien de leur côté, ils sont riches et célèbres, ils n'ont pas de problème, alors qu'en vrai... ils sont humains. Ils sont humains et puis même encore plus, je pense, soumis à certains problèmes, certaines contraintes, quand tu as la notoriété qui va avec, je pense que tu peux aussi avoir quelques retombées. Bon, je te reposerai des questions un peu après, mais je vais te faire un petit jeu, on va dire. Donc là, tu vas devoir un peu creuser dans tes souvenirs. Ok. Donc, le concept, c'est ton interview la plus nana. Je déteste faire appel à mes souvenirs. Allez. Ton interview la plus drôle. Ah, alors ça, j'en ai une, c'est avec Pierre Lotin. Pierre Lotin, qui est un des premiers, pareil, à avoir accepté. Je lui envoie un message sur Insta. Pierre Lotin, il est connu pour faire Wilfried dans Les Tuches, mais il a fait plein de trucs super. Mon copain. Il a fait En Fanfare, là, qui a cartonné récemment. Il a fait Un Triomphe. Là, il joue dans le prochain film avec Benjamin Voisin de François Ozon. Il a fait La Quand vient l'automne de François Ozon. Il a fait plein de trucs géniaux. Et pareil, là, on a fait l'interview, première interview qu'on fait. Donc, du coup, j'étais à Cannes. Je fais l'aller-retour à Paris pour faire cette interview avec lui. On a rendez-vous dans un bar où t'as les gens qui passent, t'as les passants, on se cale, on a un iced tea chacun. Et puis, et le gars me mène en bourrique tout le long de l'interview. Et je sais pas si je dois le croire ou pas. Il me dit qu'au début de l'interview, je mettrai l'extrait, qu'il est parti à la fac à 8 ans, qu'il a été prof à 12 ans. Et moi je le crois parce qu'il il reste sérieux dans son délire. Et comme j'avais jamais vu d'interview de lui, tu vois, je sais pas s'il est sérieux. Et 11 ans, on entre en quelle classe? On entre en collège, quoi? Ouais, normalement, ouais. Moi, je suis rentré à la fac à 10 ans et j'ai vu que c'était pas pour moi. À la fac à 10 ans? Ouais. C'est-à-dire que j'étais élève et après je suis devenu prof l'année suivante, quoi. Ok. Et du coup, ça m'a pas plu parce que ça me faisait un peu chier. Du coup, je me suis tourné vers le cinéma par chance. Et tout le long d'interview comme ça, hyper perché. L'interview a fait un buzz monstre, ça a fait genre 30 millions de vues en quelques jours de partout. Et après, ce gars, Pierre Lotin, je l'ai revu du coup sur cette film. Et c'était trop génial de le revoir. Et c'est un personnage, ce gars. En plus, il t'apprécie, hein, parce que quand on était allé sur Junket dans Fanfare, je me rappelle, il se souvient bien de toi et tout. Je suis là... Non, c'est mon chouchou. C'est mon copain. On time. Ah, tu l'as retenu. Ouais, mon poteau, ouais, mon copain. Mais ça, et du coup... Putain, je suis vraiment une merde. Non, mais parce que tu vois, c'est le genre de personnes qui sont pas drôles, en mode ils sont pas forcément là pour faire des blagues, mais c'est un humour un peu plus caché. Bah ouais, mais c'est un personnage. C'est un personnage. Mais tu sais, genre, tu vois, il fait ses blagues dans sa barbe ou tu vois, juste c'est des réflexions what the fuck qui se fait. Il est ravagé, mais finalement comme toi, chacun à votre manière. Ouais. Et après, Quenard aussi, Raphaël Quenard, là, il y a quelques jours, c'était très drôle parce que... C'était quelque chose. Monsieur est un reptilien qui a les pupilles en forme de losange et regardez de plus près, il a les yeux rouges et qui boit du sang d'agneau, clair de lune. C'est ça, je sais pas si t'es reptilien ou si t'as pris les gens ne savent pas, mais c'est ça la vérité, mon ami. Pareil, en fait, les gens qui sont des personnages, c'est... Bah oui, puis c'est ce qui marche aussi, en vrai.
Ton interview la plus stressante? Interview la plus stressante, je pense que c'était, tu vois, celle avec Kev Adams. Parce qu'en fait, je sais pas si t'étais là. Si, pour le film avec Gérard Jugnot. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui s'appelle Comme par magie, réalisé par Christophe Baratier. En fait, c'est que moi, depuis tout petit, je me souviens même, j'avais le journal La Montagne de ma région qui avait fait une interview. Il me disait, c'est qui que tu rêverais d'interviewer? Et j'avais dit Kev Adams, tu vois. et d'ailleurs, je me demande pourquoi, tu vois, il est détesté par plein de gens et plein de gens qui l'adorent. Moi, je fais partie de ces gens qui est impressionné par tout ce qu'il fait, la longévité qu'il a autant dans l'humour que dans l'entertainment. Il a son festival, il a lancé le Fridge Comedy Club, enfin c'est un exemple. Et quand j'avais fait cette interview avec lui, je t'avoue que ça m'a fait un petit truc, parce que quand tu suis une personnalité autant, t'as l'impression de le connaître depuis des années. Moi j'avais déjà préparé des questions depuis 2017 dans mon téléphone, si un jour j'allais interviewer Kev Adams, tu vois. Et donc là, tu vois, j'avais ce côté un peu intimidé. C'était un aboutissement, quoi. Ouais, je me suis dit, voilà, ça régale. Sky is no limit. Bon, bah merci beaucoup en tout cas, Kev, je suis super content. T'as dit sky is no limit? Sky, c'est bien ça l'expression, non? Non, sky is the limit. Ah, is the limit. Oui. Le ciel, c'est la limite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Parce que sky is no limit, c'est-à-dire le ciel, pas de limite. Et frérot, il faut que tu revoies ton anglais, toi, t'es fatigué en anglais. Ouais. C'est trop mignon. Mais et aussi, tu m'avais dit, je me rappelle quand on avait fait l'interview, enfin, t'avais fait l'interview, mais j'étais là avec Romain Duris, que ça faisait partie des personnalités que tu rêvais d'interviewer et t'avais ce sentiment d'accomplissement un peu. Bah, Romain Duris, c'est l'arnaqueur. Ouais, c'est mon film préféré. Et en fait, pour moi, ça faisait partie aussi de ces acteurs un peu du rang d'inaccessible. Tu vois, un peu. Et je me souviens que la même semaine, j'ai fait Camille Cotin et Romain Duris. Et genre, j'étais en mode, mais il se passe quoi dans ma vie pour qu'on me donne ces interviews-là? Et enfin, c'est complètement dingue. J'étais au milieu de tous les médias hyper connus et t'as 15 minutes d'interview avec Romain Duris. Qui en plus se confie, et à la fin de l'interview pareil, il me dit t'as des super questions, beaucoup mieux que plein de journalistes qui en a parlé. Et donc ça met une forme de reconnaissance, et en mode tu te dis ok, je peux avoir ce syndrome de l'imposteur, de qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, je suis un média sur les réseaux, et quand tu vois ces retours, et quand tu vois les retours des gens qui regardent les vidéos et qui apprécient, tu te dis que bah en fait t'es pas là pour rien, tu vois. Ouais. Et est-ce que ton interview qui s'est le plus mal passée, mais pas forcément la personne en face de toi qui s'est mal comportée ou quoi, mais juste, je sais pas, où il y a eu un couac. Je réfléchis, est-ce que j'ai noté... Ah ouais. Non, alors ça s'est pas mal passé, mais c'était un personnage, il y a pas très longtemps, c'était avec Laurent Baffy. Parce qu'il a parlé de tes chaussettes trouées, tu l'as mal pris. Ça, je t'avoue que je comptais pas en parler devant la caméra de mes chaussettes trouées, mais... Non, mais déjà il arrive, donc il y a mon père qui est là, il y a mon frère, il arrive, il ouvre la porte, il dit pas bonjour, il dit tu me fais un café? Ah oui, tu peux pas dire ça. Ok, d'accord, bon, ça se passe bien. Et en fait après il vanne, c'est juste qu'il est un peu son personnage. Et après on va se mettre sur le canapé, il voit un peu pas des statues, mais des pièces un peu en pierre qu'on a hyper fragiles en terre cuite et tout, tu vois, qui ont un rapport un peu familial, tu vois, avec ma famille. Et il commence à la prendre comme ça, et il la lance comme ça. Mais non. Elle l'a rattrapé. On est comme ça, là, on dit oh, s'il fait tomber le gars, enfin mon père va le tuer. Et après, tout le long de l'interview, le gars, tu vois, c'est un sniper et tout, mais non, en fait, il est hyper déstabilisant. Ouais. En plein milieu de l'interview, comme tu dis, il me fait une remarque sur mon rire, sur mes chaussettes, il me tacle. Ça te fait pas de mal, hein. En vrai, tu vois, faut pas se laisser déstabiliser, tu vois, il faut pas oublier que t'es le journaliste, tu dois garder un petit peu le contrôle, parce que sinon tu peux te faire marcher dessus par des gens comme ça. Et après, bon, en vrai, plus généralement, ça se passe trop bien. Aussi parce que les acteurs, ils sont là pour faire la promo, soit d'un album, soit d'un spectacle, soit d'un film. Ils ont tout intérêt à sourire devant ta caméra, tu vois. Surtout sur les réseaux sociaux où les gens se font un avis très très vite. Ouais, c'est vrai. Et donc, en vrai, ça se passe toujours bien. Après, bon, il y en a, la caméra s'éteint, ils te parlent pas, ils te calculent pas et tout. Mais encore une fois, c'est pas grave. Genre, ils sont là pour le taf. Moi je suis pas là pour être pote avec eux et boire des verres avec eux, donc il y a aucun souci, tu vois, tant que c'est là où toi t'as appris aussi à t'adapter à la personne, à ton interlocuteur. Tant que t'es hyper généreux, que tu me donnes des choses pendant l'interview, que tu parles bien, que t'argumentes, bah moi ça me va, tu vois. Ouais. Bah du coup je t'avais mis ton interview la plus marquante, mais je sais pas si ça s'apparente à la plus stressante, vu que tu m'as dit... Moi je sais qu'une des grosses interviews aussi que j'avais fait à l'époque, c'était Stéphanie d'Ocarina qui me l'avait confié. Elle m'a envoyé un mail, je reçois dans le train
interview acceptée avec Fanny Ardant et Mathieu Kassovitz. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Moi, tu vois, je débutais complètement dingue de rencontrer 2 mythes du cinéma comme ça. Sinon, moi aussi, je me souviens, j'avais fait une interview en voiture avec GMK, le youtubeur automobile, dans sa voiture à Monaco. Il me faisait faire un tour. Enfin, c'est complètement dingue. J'ai reçu tellement de réactions parce que c'est le rêve de plein de gens. En fait, ça, c'est que ce métier de journaliste, ça m'a permis de réaliser tous mes rêves. Genre des rencontres improbables. Parfois aussi, je prends le prétexte de On Time pour faire des interviews, pour aller à des événements, pour rencontrer certaines personnes. Tu vois, je sais pas, moi ça m'intéressait trop d'en savoir plus sur le métier de producteur, tu vois, dans les coulisses. Sauf que bon, si tu demandes un café ou un rendez-vous, le gars il a pas ton temps. En revanche, si tu lui dis c'est pour On Time, normalement j'interviewe des célébrités, regarde, mais là je veux que tu me parles de ton métier. Ça a permis d'interviewer Dimitri Rassam, Hugo Sélignac, et j'ai appris tellement de choses dans ces interviews. Et bien sûr, à des accréditations aussi, tu vois, au Festival de Cannes, Cannes Série, les Césars et tout, c'est complètement dingue. Enfin, c'est un rêve. Et d'aller à ces endroits-là, c'est fou. En fait, c'est même au-delà du rêve, parce qu'en vrai, je pense que 80% des trucs qui t'arrivent, tu les aurais jamais imaginés avant. T'aurais même pas osé. J'aurais pas osé. Ton interview qui a le mieux marché? Mon interview qui a le mieux marché, il y en a 2. Alors, il y a celle avec Pierre Lotin, dont je t'ai parlé. Celle au bar, complètement lunaire. Aussi parce qu'il y a ce côté un petit peu format, tu vois. Tu sors du cadre de l'hôtel, tu bois un verre avec une personnalité. Les gens, ils accrochent aussi vachement. Et puis aussi une que j'ai fait avec Nessim Lies et Zoé Marshall pour le film Nouveau Riche sur Netflix. Pareil, mais ce gars, Nessim, il me faisait mourir de rire à chaque phrase. Comment tu t'appelles? Marco. Marc. O. Tu marques un O. D'accord? Et voilà, plus d'inspi. Et ça fait partie des personnes qui sont hyper extravagants en interview, ils te donnent énormément. Et donc ça a beaucoup plu. Après, en vrai, j'ai de la chance qu'aujourd'hui, la plupart des interviews marchent trop bien sur On Time. Tu vois, on a fait un peu plus de 150 millions de vues l'année dernière. On tourne, tu vois, à 25 millions de vues par mois sur la promotion de films. Donc c'est trop bien de se dire qu'on remplit cette mission de OK, les jeunes vont entendre parler de ce film grâce à une interview. Tu vois, c'est trop cool. Et parfois même, quand c'est pas des gens connus, et les interviews marchent trop bien. Je sais pas, je pense à Jérôme Robotier, le compositeur de la musique du film de Monte Cristo. Je me dis, le film là est en train de faire un buzz. J'ai déjà fait les interviews avec les réalisateurs, les acteurs, c'est trop bien passé. Mais je me dis, la musique, tout le monde en parle. C'est qui se cache derrière? Je fais ma petite enquête, je le contacte sur Insta, Jérôme. Il me dit avec plaisir, j'ai mon petit studio, là où je compose mes musiques, si tu veux, mon petit atelier. J'y vais, il nous montre tout, c'est passionnant. Comment il a composé la musique de A à Z sur son logiciel, avec son piano, sa guitare, tous ses instruments. Et l'interview a trop bien marché, et parce que les gens, ils apprennent des choses. Tu vois. Pareil, toi, t'étais aussi à l'interview de Pierre-Olivier Persin, qui fait les effets spéciaux, maquillage de plein de films, Monte Cristo, The Substance, Aznavour, Game of Thrones. Et ça, tu vois, là, les gens, ils apprennent tellement de choses dans ces interviews. Et parfois, c'est celle qui marche le mieux. Et en vrai, ça, c'est vraiment le kiff de faire ces interviews-là en plus. Parce que toi, comme tu dis, t'apprends plein de choses et tout. Et puis, en plus, t'es reçu dans leur lieu de travail. Comme Olivier Persin. Après, Pierre-Olivier Persin, il nous avait fait le tour de l'atelier. Et tu vois des trucs, c'est fou. Mais non, mais en plus, tu vois, c'est ça, ce qui est dommage, entre guillemets, c'est qu'on ne nous les propose pas naturellement, ces interviews. C'est à nous d'aller chercher ces sujets-là. C'est là, tu vois, à toi, en tant que journaliste, de faire ton travail d'enquête, d'aller chercher des sujets qui changent un petit peu. Et quand tu les as, ça fait des sujets hyper originaux. Pareil, j'avais déjà fait aussi, tu vois, les comédiens de doublage, donc ceux qui ont les voix françaises. Et ça, pareil, ça avait trop intéressé les gens. Dire, ah, mais attends, mais celui qui fait cette voix-là, celui qui fait cette voix-là, et tout. Et pareil, ça avait trop bien marché parce que ça intéresse trop les gens. Pareil, il y a un côté hyper nostalgique où tu te dis, tu vois. Ouais, et puis c'est génial, c'est pas ceux qui sont mis plus en avant et pourtant ils ont plein de trucs à raconter. Il y a tellement de métiers de l'ombre dans le cinéma qui sont hyper importants, tu vois. Donc, c'est trop intéressant. Et c'est très cool que tu t'y intéresses. Et est-ce que tu as alors je sais pas s'il y en a une, mais ton interview qui a fait le plus polémique? Est-ce qu'il y en a? Attends. Pour une raison X ou Y. Tu vois, les politiques. Donc j'ai fait François Hollande et Jean Lassalle. Ouais, c'est vrai, Jean Lassalle. Le problème, c'est que moi je suis très axé mes interviews sur l'humain. Et donc du coup, je vais vachement être empathique.
je vais jamais être dans le conflit et jamais la rentrer dedans. Le problème, quand tu fais des politiques, c'est du coup, ils te disent des trucs, mais j'ai pas, moi, des chiffres ou quoi, où j'ai pas envie de leur dire, bah non, ce que tu dis, c'est faux, ou nuance ton propos. Et donc, le fait que je leur rentre pas dedans, ça a énervé les gens en commentaire, parce qu'ils disaient, mais attends, mais tu le fais passer pour un gentil, là, alors que le gars, il dit des conneries, et il a fait un mandat catastrophique. Alors que moi, tu vois, comme la politique, c'est pas du tout mon truc, j'y connais rien, bah du coup, je me suis un petit peu... en fait, j'avais pas le contrôle de l'interview, quoi, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je fais plus de politique. Après, c'est là tout le métier de journaliste aussi, c'est l'impartialité. Donc après, j'ai envie de te dire, ils Oui, verront cette mais en interview vrai, et les comprendront. bons journalistes, ils sont capables d'avoir toutes les informations, ou en fonction de ce qu'il dit, ils disent, bah non, regarde, le chiffre, 25%, donc ce que tu dis, c'est faux, tu vois. Oui, Il faut ok. aussi savoir revenir sur ces points-là. Et après, je sais que sur l'interview de François Hollande aussi, j'avais des commentaires qui me disaient, mais pourquoi tu bois encore ton café alors que ça fait 35 minutes que l'interview a débuté? Et j'avais juste mon café, je faisais le boire, il était un tout petit café, mais pendant 40 minutes, je faisais des petites gorgées et il y a des gens qui faisaient des réflexions dans les commentaires, tu vois. Ça, c'est les réseaux. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que souvent, les gens s'attaquent pas à moi directement mes questions, mais plutôt à l'invité. Genre en mode, c'est normal que t'apprécies pas un acteur ou que t'apprécies pas... ils sont pas aimés de tous, tu vois, ça divise. Même si moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise... ah mais toi, comment ça se fait que tu sois un petit média et que tu interviewes autant de célébrités, tu dois être pistonné, encore un gars qui a des parents producteurs. Oui, bon, ça après, c'est la routine à partir du moment où tu réussis dans la vie, quoi. Ouais, mais... Mais oui, après, les interviews politiques, en vrai, c'est pas étonnant que ça fasse plus polémique que d'autres. Ouais. Et c'est pas étonnant qu'on te pointe pas toi du doigt vu que tu mets les autres en lumière, donc... c'est là aussi où tu es assez protégé en tant que journaliste. Et même eux, en vrai, à chaque fois, je fais en sorte que l'interview, tu vois, soit hyper chill, c'est hyper bienveillant. Je vais pas chercher la phrase buzz, tu vois, les mettre dans la sauce. Non, le but, c'est vraiment que ce soit hyper agréable, qu'ils passent un moment et qu'à la fin, ils disent « Ah, mais c'était trop cool cette interview sur One Time. » Tu vas y rester. Mais grave, surtout que moi, je reste un nouveau média, tu vois, dans cet écosystème. Le jour où je fais une dinguerie avec un acteur ou quoi... les attachés de presse, ils n'auront pas de mal à me rayer de leur liste du jour au lendemain. Ah bah oui, clairement. Moi, j'ai tout intérêt aussi à faire les choses bien. Et d'ailleurs, c'est ce que je préfère faire. En vrai, je préfère faire une interview hyper bienveillante, où on passe le d'un moment, c'est une discussion, plutôt qu'un truc rentre dedans, comme certains le font sur des plateaux télé. Mais les plateaux télé, ils s'en foutent parce que c'est la télé et que dans tous les cas, on leur renverra les acteurs pour les prochaines sorties, tu vois. De toute façon, tu pourrais pas faire ça, tu serais trop gêné. Ouais, non, je suis trop gêné. Terrible. Bon, je repasse sur les questions un peu plus larges. Concernant vraiment le métier en tant que tel, est-ce que des fois, il t'arrive d'improviser pendant tes interviews ou c'est toujours préparé Non, il y a de plus en plus, il y a cette part d'improvisation et c'est hyper important. Au début, c'était vachement interrogatoire. Tu prépares tes questions, t'en as 15, t'as envie de toutes les poser, donc du coup, bah, il te répond. Et après, petit à petit, je me suis dit que pour aller plus en profondeur et pas rester en surface, il faut relancer, il faut aller creuser, tu vois. Parfois, il y a une petite porte qui s'ouvre et il faut aller dedans, il ne faut pas hésiter. Et ça te permet, tu vois, d'avoir des choses vachement intimes, il faut creuser, mais il ne faut pas perdre le fil de l'interview pour autant. Ouais. Parce que si tu les laisses aller dans leur délire, souvent ils sont deux en interview et que, tu vois, ils s'amusent beaucoup, tout, c'est trop cool, tu passes un moment, mais bon, derrière, t'as tes questions, t'as des questions que t'as préparées, qui parlent du film, de thématiques que t'as envie d'aborder. Donc, tu vois, faut que tu gardes le contrôle. Donc, savoir faire le mix entre, tu vois, rebondir et puis en même temps, savoir passer à autre chose aussi, parce que c'est chronométré, hein. Faut oublier que c'est des créneaux de 15 minutes max pour les interviews d'acteurs. Pas de minutes de plus, souvent parfois t'as même un chrono qui défile. C'est minuté, donc tu vois, ça peut être frustrant. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Mais en plus, moi qui ai fait des interviews grâce à toi, c'est vraiment compliqué parce que en fait, à la fois, tu as tes questions que tu as préparées, donc tu as tout en tête, mais en même temps, il faut que tu sois hyper à l'écoute de la personne que tu as en face de toi pour rebondir quand il faut, et puis en plus revenir à tes questions. Et puis, en fait, c'est un mécanisme, et du coup, tu as des automatismes après qui doivent se faire, mais c'est vrai que c'est plein de choses. Ça demande une concentration assez folle, quoi. Pendant 15 minutes, t'es dedans, tu peux pas être ailleurs. Ah non, tu peux pas être ailleurs, mais après, rien que d'enlever cette partie stress aussi, tu vois, que j'avais au début forcément, mais que j'ai plus aujourd'hui, ça aussi,
ça permet vachement d'être beaucoup plus à l'écoute, plus concentré, et de le considérer plus comme une personne lambda avec qui tu pourrais échanger. Tu vois, souvent les gens me disent mais comment tu trouves des questions, comment tu rebondis comme ça, c'est pas facile. Mais c'est comme quand tu as une discussion avec tes amis en fait. Quand tu discutes avec tes amis, en vrai c'est une interview. C'est-à-dire, vous allez vous dire, ok maintenant on va parler de ce sujet-là, on va parler de ta soirée hier. Et tu parles de la soirée d'hier, bah c'est un peu la même chose, tu parles d'un film que t'as vu. Mais oui et non, parce qu'en même temps, faut pas que ça dérive sur tel truc et tout, parce qu'après, toi, tu dois aussi être bien centré sur le contenu que t'as envie de produire, donc parce que t'as eu des interviews où ça partait un peu dans tous les sens et tout, et des fois, t'as besoin de recentrer, quoi. Mais parfois, tu peux pas recentrer, parce que parfois, j'ai déjà fait en fin de journée, je m'en souviens, c'était avec Pierre Lotin et Benjamin Laverne pour en fanfare. C'était 18h30, dernière interview de la journée, ils en peuvent plus, ils sont ramassés sur le canapé. Et au final, ça donne des trucs marrants. C'est des trucs marrants, il y a aucun fond. Mais c'est drôle, c'est marrant, t'es avec eux, t'as l'impression qu'ils sont défoncés. Mais c'est marrant. Et après, par contre, ça m'est déjà arrivé une fois que pour une interview, on me dise voilà, c'est bon, du coup, c'est bien passé avec l'acteur, ouais, super, maintenant je t'envoie le réal. C'était pas du tout prévu que le réal vienne. J'avais pas vu le film. Donc en fait là j'ai 20 minutes à parler avec un réalisateur sans aucune question. Et là moi je peux te dire que c'était terrible. Mais tu sais que c'est là où moi je trouve que toi t'es bon. Parce que t'arrives à passer quand même et à te débrouiller et tout là où... Ouais mais là c'était pas une partie de plaisir parce que pendant qu'il me répondait du coup je réfléchissais à ma prochaine question et tout. Mais au final tu vois c'était vachement une discussion. J'allais creuser vachement parce que de toute façon j'avais pas le choix et pour combler. Mais bon, ça fait un peu plaisir, tu vois, des petits challenges comme ça. Bah ouais, c'est ça, c'est challengeant, c'est bien. Ça t'apprend le métier. Bah ouais. Tu dirais que pour faire le métier de journaliste, c'est quoi les qualités essentielles ? Je pense qu'il faut être déjà vachement curieux, ça c'est hyper important. Donc faut s'intéresser à tout, c'est-à-dire tous les types de films aussi. Moi, j'aime autant les comédies que des films de genre. J'aime pas trop les films d'horreur, mais bon, j'en fais quelques-uns. En fait, tu vas être curieux de tout parce qu'il y a des choses hyper intéressantes dans tous les genres. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'ailleurs de me limiter qu'au ciné. C'est vrai que je fais aussi des humoristes, je fais aussi des artistes, parce que je trouve ça trop intéressant d'aller voir tu vois, d'autres domaines dans la culture. Et après, je pense qu'il faut aussi, quand tu es journaliste, donc curieux, à l'écoute, c'est hyper important. Et ça, ils me le disent, les invités, ils sont contents, ils disent ça fait plaisir parce que tu es vachement à l'écoute. Tu vois, je suis pas là pour leur couper la parole comme beaucoup de gens font, pour les emmener, tu vois. Puis, pardon, je te coupe, mais ce que tu dis quand cette part d'improvisation où tu rebondis et tout, ça montre que tu es à l'écoute parce que du coup, c'est pas grave si tu perds un peu le fil de ce que tu avais précadré et ça montre que c'est un échange, comme tu dis. Et puis après, le côté aussi sérieux de préparation d'interview. C'est-à-dire que tu la prépares, ça prend du temps. Il y en a plein, ils prennent les interviews du dossier de presse, ils posent la même question. Bon, ok, si tu veux. Mais je pense pour être un bon journaliste cinéma, il faut aller plus loin. Il faut aller se creuser. Quand tu vas faire un interview à un réal, c'est bien aussi d'aller voir non seulement le film qu'il a fait, mais les films d'avant pour comprendre le sens de sa filmographie. Écouter des interviews qu'il a déjà fait, se renseigner, tu vois, sur plein de choses qui te permettent, tu vois, d'avoir des questions hyper pertinentes et de changer de ce qui se fait d'habitude. Et tu dirais quoi aux jeunes qui ont envie de réussir, de se lancer dans ce métier ? Des gens qui veulent être journalistes ou lancer un média Journaliste, média, comme toi, ce que tu fais. Après, pas forcément cinéma, mais je parle en général. En vrai, c'est vrai qu'il y en a quand même de plus en plus des médias qui se créent dans de domaines différents et je pense que ça, c'est une des erreurs que j'ai fait, mais je pouvais pas le savoir, c'est de se lancer à plusieurs, tu vois. Tu te lances avec 2, 3 ou 4 amis parce qu'après, en fait, c'est tellement compliqué de développer un média, un modèle économique, que si tu portes tout sur toutes tes épaules, toute la charge, montage, travail, interview et tout, c'est compliqué. Alors que si c'est un projet que tu as avec tes amis, que vous pouvez vous répartir les tâches, et même c'est un projet que tu as ensemble, tu vois, il y a une synergie, il y a plein de cerveaux différents, donc c'est hyper stimulant. Donc ça, déjà, je conseille tu vois, de te lancer à plusieurs. Et puis après aussi de se tenir un rythme, de se fixer un rythme. Je vois pas mal de médias se lancer, ils font ça pendant 2-3 mois, et puis après ils voient que ça passe plus dans le marché, donc ils arrêtent. Bon ok, dommage, mais tu lances un média, ça fait 6 mois que tu prépares tes trucs, arrête pas. Ouais, mais c'est là où c'est la passion aussi qui entre en jeu, parce que toi, au début, tu le faisais pas forcément, t'imaginais pas tout ce que ça allait induire ensuite. Tu le faisais parce que t'étais passionné, parce que tu t'éclatais à le faire, et du coup, c'est ça qui te galvanise aussi. C'est la passion, hein. Je faisais pendant 4-5 ans, je faisais 300 vues sur la plupart de mes vidéos, je gagnais pas 1 euro. Heureusement que c'était la passion, parce que...
Et après, tu es récompensé. Mais ça, c'est vraiment le fait de publier beaucoup. Tu vois, de se tenir un rythme. Moi, je me fixais tous les 15 du mois. Et tu vois, j'ai jamais arrêté. Même en période de partiel, des périodes plus compliquées personnellement, de brevet, bac ou quoi, j'ai jamais loupé une émission parce que du coup, ça fait que tu t'imposes une rigueur. Alors que si tu te dis, ouais, là c'est chargé en ce moment, je le fais pas cette fois, bah après, du coup, tu deviens plus souple. Et donc, tu vois, donc je pense que c'est bien aussi, tu vois, se fixer une régularité. Ce qui fait que du coup, bah, t'entretiens le truc. Tu vois. Ça m'a mis une question que j'avais pas mise, mais par rapport. C'est vrai que toi, t'es un peu dans l'ombre, on va dire, en tant que journaliste. La lumière n'est pas sur toi, mais pourtant, bah, on te voit quand même. T'es exposé. Et du coup, bah, t'as commencé jeune en te montrant sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça a impliqué? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, c'est en fait, au début, je savais pas si je voulais être journaliste ou youtubeur. Ouais. Tu vois, j'avais 14 ans et pour moi, je regardais juste les Squeezie, les Cyprien, tu vois, tout ça. Ouais. Et je me suis dit, bah, en fait, je suis obligé de me montrer. Du coup, sur les interviews, souvent, bah, je mettais le téléphone de ma mère parce que j'avais pas de téléphone. Et comme ça, et elle me filmait. Tu vois. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai toujours voulu rester un petit peu un visage parce qu'il y a ce côté un petit peu créateur de contenu où les gens aussi s'attachent un petit peu à un intervieweur. C'est le cas de Hugo Décrypte, c'est le cas chez Brut de Charles Villard, Rémi Buzine ou Guillaume Play chez Légende. Enfin, tu vois, c'est des personnalités qui incarnent, qui portent leur contenu. Ouais. Et parfois, tu vas pas regarder pour le contenu, mais pour la personne aussi. Tu sais que l'intervieweur est bon, ou tu sais que ça te plaît, tu vois. Ça peut développer ta marque. Mais j'ai pas envie pour autant d'être l'unique visage et de porter le média moi tout seul. C'est pour ça qu'il y a plein de contenus où c'est toi ou Marie ou une autre personne qui va faire les interviews. Je suis pas du tout là, c'est vous qui vous en occupez. Et c'est juste un face cam témoignage de l'invité. Et les interviews marchent aussi bien, voire parfois même beaucoup mieux. Mais parce qu'en fait, ce qui compte derrière, c'est le fond, quoi, c'est le témoignage. Oui, évidemment. Mais toi, en tout cas, ouais, ça, c'est surtout je pense à quand t'étais petit, que t'avais 13 ans et que tu te montrais comme ça. Je veux dire, c'est quelque chose, du coup, qui, toi, te posait pas du tout problème. Parce que tu regardais ça et tu te voyais incarner le truc. Même au début, j'avais quelques moqueries, tu vois, bah, normal. J'ai mon petite émission, je vais pas muer. Enfin, du coup, on voit l'évolution dans mes vidéos de quand je suis en train de muer. Et tu vois, c'est complètement terrible. Avec des chemises vraiment aléatoires, de toutes les couleurs. Mais en vrai, tu vois, bon, après, les jugements, ça s'est fait un petit peu au début. Et puis après, il y a des mêmes personnes, franchement, qui me critiquaient, qui m'envoyaient leur CV sur LinkedIn, hein, franchement. Mais ça, c'est trop drôle. C'est vraiment le truc cliché qu'on imagine, mais ça se passe réellement, genre. Bah non, mais après, je veux dire, tu peux pas leur en vouloir. C'est vrai que c'était un petit peu ridicule quand tu regardes au début. Mais juste, il faut le temps, tu vois. Faut le temps de tracer son chemin. Il y en a, ils m'appelaient le youtubeur fou, mais pas d'un point de vue positif, tu vois. Ouais. Par rapport à, justement, comme tu parlais de l'économie de ton média, etc., comment t'arrives à est-ce que tu arrives à te financer avec ce que tu fais? Comment ça se passe sur ce plan-là? Bah, c'est vrai que au début, ça n'a jamais été une priorité parce que moi, je l'ai fait vraiment comme une passion, comme un hobby. Et c'est surtout le fait d'avoir mon père, tu vois, qui est entrepreneur et tout. Ouais. Qui, en fait, ma mère, c'est marrant, c'est de voir le contraste entre ma mère qui me dit toujours après, quand on se voit, ah, mais trop bien ces interviews, j'ai adoré. Tu vois, comment toutes mes vidéos, elle me fait des retours sur vraiment le côté artistique. Ouais. Et mon père qui me dit, alors les partenariats, là, les marques, là, ça dit quoi? T'en es où, là? Modèle économique, business plan, tu vois? Mais en vrai, heureusement, parce que sinon, du coup, j'y aurais jamais prêté attention. Ouais. Et je pourrais pas être à fond dessus. Et alors, du coup, d'avoir un peu cette pression, tu vois, c'est pas une pression négative, hein, au contraire, ça me pousse. Et ça me permet, tu vois, de me pencher dessus. Donc, du coup, pour répondre à ta question, il y a une partie qui est le revenu des plateformes, donc YouTube, TikTok, Facebook, tu vois, qui te rémunèrent en fonction du nombre de vues que tu vas faire. Donc, tu vois, c'est quand tu fais des vidéos de plus d'une minute sur TikTok, tu gagnes de l'argent. Sur YouTube, tu vois, faut avoir des critères, faut avoir 10 000 abonnés, et puis après, tu gagnes pareil de l'argent. Et après, il y a les partenariats avec les marques, en fait, dans ce qu'on appelle du brand content. Donc, c'est comment tu vas insérer une marque dans un contenu, mais qui reste dans ce que tu fais. Donc, c'est-à-dire que je vais pas, moi, faire une vidéo et dire, d'ailleurs, je voulais vous parler de NordVPN, pas du tout. Là, par exemple, je sais pas, une marque, je sais pas, de L'Oréal qui veut mettre en avant ses égéries, je vais leur proposer ça. Ils ont Leila Bekti, par exemple, en égérie, je leur dire, bah écoutez, on va faire une interview en partenariat avec vous, ou on va faire une interview de Leila Bekti. À un moment donné, elle va parler de L'Oréal, mais on va la découvrir plus en profondeur, on va, tu vois, comme ça. Eux, c'est pas juste une star qui fait monter sur le tapis rouge, on la filme avec L'Oréal, non, c'est, tu vois, une personnalité. Ça, tu peux le faire avec plein de gens. L'interview, en fait, ça parle à tout le monde.
tu as vachement envie d'aller creuser. Je sais pas, une boîte qui veut mettre en avant certains profils hyper inspirants de leur boîte, des profils qui ont des choses à dire, tu vois, des designers, des techniciens ou quoi, bah, tu peux leur proposer une série d'interviews. Tu vois, même dans les festivals, tu vois, là on a collaboré avec Dailymotion où en fait les interviews qu'on faisait avec les acteurs, elles étaient postées en exclusivité sur Dailymotion, avant sur les autres plateformes. Donc tu vois, tu peux imaginer plein de partenariats, mais c'est un vrai job par contre, tu vois, moi c'est pas ce que je veux faire. Mais c'est vraiment à toi d'entreprendre ça, quoi, parce que naturellement, en vrai, ton média se rémunère que du coup par les plateformes si toi derrière tu vas pas chercher. Ouais, exactement. Donc il faut des gens qui sont vraiment des commerciaux dans une école de commerce, qui connaissent un peu l'univers des médias, tu vois. Du coup, question qui n'a rien à voir mais que j'avais mis au départ, du coup tu nous en as un peu parlé de la gestion du stress, etc. J'imagine que tu étais plus stressée il y a 4 ans que maintenant, mais comment tu gères ça? Est-ce qu'aujourd'hui, à chaque fois que tu fais une interview, tu as encore cette dose de stress qui peut être assez galvanisante aussi, mais... Ouais, en vrai, c'est pas du stress, c'est juste, je sais qu'il y a un petit peu d'adrénaline, peut-être un petit peu de stress, mais genre avant. Genre, tu as l'attente dans la pièce. C'est juste ça. Mais à partir du moment où je vois la personnalité qui ouvre la porte et je me dis, bah c'est bon, c'est réel, la poignée de main, c'est bon. Là, tout le stress part et vraiment, je le considère vraiment comme un humain. J'ai vachement, moi, désacralisé avec le temps les stars. Pour moi, c'est vraiment juste des personnes et qui d'ailleurs demandent qu'à être considérées comme ça. Même eux, ils savent pas pourquoi ils sont autant exposés, pourquoi ils sont autant adulés, idolâtrés par les gens. Eux-mêmes le disent, les acteurs, ils sont pas des héros, tu vois, ils sauvent pas des vies. Ils ont un métier qui permet de divertir les gens, parfois de procurer des émotions, mais je veux dire, il n'y a pas de là à être impressionné, de perdre ses moyens complètement, tu vois. Donc, j'ai pas de stress du tout. En revanche, je pense que c'est bien toujours d'avoir un petit peu d'être stimulé. Tu vois, tu dis, ok, je suis trop content là, de l'interview que j'ai préparée, on va aborder des thématiques hyper intéressantes, j'ai hâte de voir comment il va répondre à ça. Mais c'est vrai que je suis à une période où je me dis, j'ai aussi un peu envie de sortir des hôtels, c'est là où se font les interviews, du cadre classique. Tu vois, pour les emmener un petit peu, comme on a fait l'interview au Parc Monceau, où on a d'autres idées de format qu'on va lancer, qui te permettent, tu vois, même de voir les acteurs un peu sous un autre angle, sous un autre jour. Je trouve que c'est bien, on a déjà fait aussi, même je me souviens à Cannes Série, à Cannes, interview dans un lit. C'était avec... À la Jérém Star, genre. Ouais, mais tu vois, genre, en fait, c'est pareil. Les autres interviews, c'était sur les chaises, à côté du lit. Moi, j'ai vu le lit, il était énorme. C'était au Marriott, donc un gros hôtel de Cannes. Je leur ai dit, mais vous voulez pas, on se mettre dans le lit? Ils se sont mis dans le lit, Céline Salette et Damien Bonnard. Et bah, eux-mêmes, ils sont adorés, ils sont tapés des barres. Mais oui, en vrai, c'est... Bah, ça fait tout de suite, ça fait plus détendu, quoi. Mais ouais. Ça casse un peu le truc conventionnel. Ouais, et d'ailleurs, quand je peux... Alors, les acteurs, c'est compliqué, mais les autres personnalités, je sais pas, récemment, j'ai vu dans Camille Serre, ancienne Miss France, Laurent Baffy ou même Sneezy, rappeur, je les ramène à la maison, à l'appart, sur le canapé. Ça, c'est donc, sympa aussi. Déjà, ça te permet de faire ta propre config, tu vois, de mettre tes caméras. Et puis, à ce côté, tu les accueilles chez toi, t'es bien, t'es en chaussettes, mais du coup, ça met dans l'ambiance. Et ouais, moi, je trouve ça bien. Mais après, moi je trouve qu'au-delà du stress qu'on peut imaginer de l'interaction avec la personne, le fait d'être impressionné ou quoi, ça c'est un truc que tu pouvais avoir au début, mais t'as quand même, moi je trouve, je le ressens même là quand je t'interviewe toi, t'as quand même toujours un petit stress de bien faire, juste que l'échange se passe bien, machin, et ça j'imagine que c'est un truc, même après 5 ans, qui reste, mais qui du coup t'amène à bien faire. Ouais. Exactement. Non, mais c'est ça. Non, mais t'as raison. Mais il faut garder, par contre, ces petites étoiles dans les yeux, quand même, qui te fait vibrer, parce que sinon t'as plus d'intérêt. Et c'est vrai que quand tu fais des interviews d'acteurs tous les jours, si tu poses des questions nulles, ça te fait chier, tu vas te lasser, ça va se ressentir. C'est pour ça qu'il faut toujours s'infliger une exigence, s'imposer, tu vois, une rigueur pour aller chercher toujours plus loin, même dans les formats et tout, pour toujours... être stimulé, tu vois. Même quand c'est la 5e fois que tu vois l'acteur dans l'année, il faut avoir des trucs différents à dire. Bah oui, complet. Non, mais c'est ça, c'est un échange, donc il faut que toi, tu vives le truc bien, mais que la personne en face soit bien reçue aussi. Et ben, en fait, pour aller sur cette petite question de stress, je voudrais que tu notes sur une échelle de 1 à 10 ton niveau de stress, si je te disais que là, maintenant, j'allais échanger ma place avec une de ces personnalités. Ok. C'est sur 10 ?
Sur 10. Donc, 10, t'es hyper stressé. 1, t'es pas du tout stressé. Vas-y, ça marche. Là, il y avait Pierre Ninet qui venait s'asseoir à ma place. 4. Ouais. Parce que pour moi, je l'adore. Mais genre, je veux dire, je suis préparé mentalement à l'interviewer depuis très longtemps. Oui. Et en plus, je l'ai déjà interviewé sur des tapis, tu vois, poser quelques questions. Donc, j'ai déjà eu un coup de tête. Mais le fait que tu interviewes le meilleur acteur de sa génération, ça te fait quand même un petit peu quelque chose. Et d'ailleurs, moi, j'ai déjà une interview préparée avec Pierre Ninet, j'ai des questions de fou. Parce que j'adore écouter des interviews de lui et d'autres acteurs. Ouais. Et du coup, je me dis, tiens, ça sera intéressant quand j'ai interviewé. Donc, j'ai une note, tu vois, avec des petits éléments hyper précis. Donc, j'ai hâte de faire cette interview avec Pierre Ninet. C'est vrai qu'il y a plein de trucs dans tes notes. Ouais. Elles sont effrayantes. Si là, à ma place, venait Margot Robbie. En vrai, 6. Ouais. Pas plus stressé que ça, parce que pareil, je me suis imaginé un nombre de scénarios avec Margot Robbie. Je veux pas savoir quel. Non, mais d'interview avec Margot Robbie. Non, mais par contre, tu vois, les gens, quand je dis que mon rêve c'est d'interviewer Margot Robbie, les gens ils croient juste parce qu'elle est belle, mais pas du tout. C'est une fille en 2013, elle travaillait chez Starbucks. Pour ce qu'il a fait connaître, c'est Lou Wall Street. Ouais. Elle était avec d'autres filles en finale avec DiCaprio pour être pris. Elle devait l'embrasser, mais elle l'a giflé au casting. Et c'est grâce à ça que Martin Scorsese l'a pris. Pas, c'est marrant. Premier cachet qu'elle a pris avec Lou Wall Street, elle a acheté une maison à sa mère. Aujourd'hui, c'est une productrice hyper influente d'Hollywood, comme il y a peu de femmes productrices à Hollywood, qui à chaque fois, en plus dans ses films, elle veut mettre des femmes, tu vois, en haut de l'affiche et tout, donc elle est hyper inspirante. Donc, et puis, c'est l'actrice d'Hollywood, tu vois. Ouais. Mais tu vois, pareil, c'est pas ça me fera, je perds pas mes moyens, genre, je serais trop content, je tape la bise. Oui, parce que tu dis que 6, mais en plus, il y a un truc de stress qui s'ajoute, c'est quand même faire des interviews en anglais. Après, t'en as déjà fait, ça, maintenant t'es un peu rodé. Mais ça, moi, demain, je vais devoir interviewer quelqu'un en anglais, j'en perds même mon français. Hein. C'est horrible. En vrai, en anglais, ouais, parfois tu comprends pas, tout ça m'est déjà arrivé, parfois je fais semblant de comprendre, hein, tu vois. Toi, t'es bon pour ça. Tu les t'es bernes. Pas déstabilisé. Par contre, j'avais été un peu déstabilisé, j'avais fait une actrice de La Casa de Papel. Et, ah oui, espagnol. Espagnol, sauf que moi, espagnol, c'est cata. Ah ouais. J'avais préparé mes questions que j'avais traduites, donc je les lisais, donc là, en soi, il n'y a pas de problème. Sauf que quand elle a commencé à me relancer, à elle me poser une question, j'ai fait si, pero. Et en fait, on m'avait dit de dire ça. Si tu fais si, pero, après, eux, ils continuent. Ah ouais. En mode, c'est un petit glitch. Okay. En mode, ça fait genre, ça tu commences une phrase et qu'eux terminent, donc ça le fait. Tu vois. Ça, mais heureusement, parce que sinon, elle aurait capté que je me foutais de sa gueule et que j'entends rien depuis le début à ce qu'elle me raconte. Tu vois. Mais c'est terrible. En vrai, tu te mets dans une situation périlleuse quand tu acceptes ça. Je sais pas pourquoi. Non, mais ouais. Après, parfois, il y a des moyens qui sont mis en place. Je sais que j'avais fait un footballeur qui est très connu qui s'appelle Sergio Agüero. Ouais. Et là, il avait un traducteur sur place qui, pendant l'interview, me traduisait en français en même temps. Ah bah, ça, c'est le top. Donc, c'est top. Mais ok. Après, Jean-Luc Mélenchon. moins 2. En fait, je sais pas comment tu peux être stressé d'interviewer Jean-Luc Mélenchon. Non, en vrai, j'abuse parce qu'il y a le côté, encore une fois, politique ou en mode. Ouais, tu sais que le gars, en fait, il te manipule les politiques. Donc, en fait, faut être hyper calé sur ton sujet et t'as peur, je pense, de pas être à la hauteur sur un des sujets. Oui, et même comme tu dis, après, comment ça va être reçu et tout, du coup, tu dois être hyper vigilant sur tout ce que tu racontes. Bon, après, c'est au montage, j'ai envie de te dire. Mais... Après, d'un point de vue personne, genre en mode, il m'intimide pas. Oui, je peux comprendre. Alors que c'était Emmanuel Macron. Petite anecdote, j'ai envoyé un mail il y a 2 jours un mail de l'Élysée, en mode pour proposer une interview avec le président de la République. Ouais. 20 minutes après que j'ai envoyé le mail, je reçois un appel. Bonjour, c'est le service presse de l'Élysée. Alors du coup là pour cet été là ça va être compliqué, le président n'est pas disponible, mais on s'en reparle à la rentrée si vous voulez. Mais non. Donc on verra. Peut-être interview au président de la République, peut-être qu'il sera assis en face de toi là. Ah ouais. Bah peut-être. Niveau de stress. Là un 8. Ouais. En fait tu sais que là ça va être repris de partout. Ça m'est déjà arrivé pour quelques interviews que des médias genre reprennent des phrases, tu vois, un peu choc de mes interviews. Mais là Macron, tu sais que t'as tout le monde. Mais tu sais que ça me fait penser quand McFly et Carlito, là, ils avaient fait un concept avec Macron. En fait, c'est vraiment un terrain glissant, la politique. Parce que ça avait... Alors, il y avait eu toute une hype, ça avait été hyper bien reçu, concept trop marrant avec Macron, machin. Ils se sont fait dézinguer 2 mois après, ou je sais plus, mais c'était... c'est à double tranchant, quoi. Politique, galère, pas ma priorité. Ouais, je comprends. Là, c'était Virginie Efira qui venait. Virginie Efira... Franchement, un petit 7. Pourquoi ? Ouais. Parce qu'on la voit très peu, je trouve. Tu vois, elle est hyper discrète, on la voit pas beaucoup dans les médias. Il y a ce côté un petit peu... et puis, elle fait partie de ces actrices qui sortent un film par an.
tu vois. Donc chaque film est hyper bien choisi et porteur de beaucoup de sens. Et en plus, c'est une femme qui est complètement incroyable, hyper inspirante. Sa carrière et elle a l'air adorable. Donc je pense qu'il y a un côté un peu stressant dans le sens tu interviews un peu la meilleure actrice en France avec une carrière de fou. Tu sens qu'elle en impose un peu. Mais c'est ça, il y en a qui en imposent comme ça où ça te fait un petit truc. Ouais, je comprends. Mais par contre, ce que je comprends moins, c'est que tu sois moins stressé que face à Margot Robbie qui habite à... Je sais pas. Non, ouais. C'est fou. Pas, je suis au feeling là. Et là, je sais que c'est un rêve d'enfant. Leonardo DiCaprio. C'est vrai que DiCaprio, celle-là, ça relève toujours de... Tu l'avais mis sur ta liste des interviews de rêve, non? Ah oui, au même titre que Kev Adams. Non, mais dans l'interview, je l'avais même pas dit DiCaprio parce que, enfin, pour moi, c'est juste comme si tu disais, je fais un interview avec Dieu. Oui, tu aussi, vois, genre, tu me l'avais dit, oui. Mais en mode DiCaprio, en termes de stress, en vrai, ouais, je mets un 8. Mais parce qu'en fait, j'aimerais bien aller, si j'interviewe DiCaprio, aller creuser un peu. Parce que tu vois, c'est le gars, dans toutes les vidéos, à tous les événements, on le voit avec son masque noir, sa casquette noire. Ouais. Qu'est-ce qu'il cache? Pourquoi faire? Pourquoi il veut pas se faire voir des gens? Pourquoi il fait que se cacher? Même à Cannes, il est passé par la porte de derrière alors qu'il aurait pu monter le tapis rouge comme tout le monde. Et non, il n'a pas voulu se montrer. Oui. Pourquoi qu'est-ce que tu caches? C'est quoi ton rapport à la notoriété aujourd'hui? Tu vois, moi j'ai envie d'aller creuser un petit peu sur ce terrain-là. Donc soit je serais un peu stressé parce que c'est un petit peu culotté d'aller sur des terrains comme ça. Oui, carrément. Et enfin, tout autre registre, si là, à ma place, était SCH. Ah, SCH, ça c'est toi qui aimes bien. Ah mais moi je serais décomposée, il me fait terriblement peur. Mais genre il est impressionnant, il est imposant. Non mais là t'as raison, moi je mets 7 parce que charisme. Ouais. Charisme. Mais je pense je pense que c'est quelqu'un qui s'exprime bien, avec qui tu pourrais vraiment échanger quoi. Parce que en vrai dans ce domaine. Mais moi il m'effraie un petit peu, tu vois. J'ai pas envie de lâcher une dinguerie ou de dire une question trop personnelle parce que sinon il y a ces gars ils me retrouvent je pense. Vraiment, plus tu dois faire le double de ta corpulence. Ok. Du coup, je vais revenir sur des questions. Donc, en tant que journaliste, t'interviews, donc tu donnes la parole à des gens. Et du coup, bah, tu choisis à qui tu donnes la parole ou non. Je me rappelle qu'une fois, quand t'étais un peu sur des registres divers et variés, je t'avais demandé comment tu décides qui t'interviewe. Et tu m'avais dit, moi, je veux interviewer des gens que derrière, quand ma grand-mère voit que j'ai fait cette interview, elle soit fière de moi et qu'elle se dise, ok, il donne la parole à des gens qu'on juge intéressants, entre guillemets. Ouais. Mais du coup, bah, vas-y. Ouais, mais en fait, y a ce côté-là où c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais un peu en mode, comme j'en sortais qu'une par mois, j'étais un peu en mode, ma mère, ma grand-mère et tout, qui sont mes premiers soutiens, j'ai pas envie qu'ils regardent la vidéo et que ça leur plaît pas. Donc ça, moi je voulais pas faire un rappeur parce que je savais qu'ils allaient pas aimer, que ma grand-mère c'était à ce point. Ma grand-mère elle allait me dire j'ai vu ta vidéo, un pouce en l'air, en mode ça voudrait dire qu'elle a pas aimé parce que sinon elle me met un pavé, tu vois. Comme ma mère, tu vois, elle me dit d'ailleurs j'ai vu ta vidéo, il a l'air sympa et tout. Mais en mode oui, maintenant je raisonne moins comme ça parce que je fais des interviews tous les jours, donc je pose vachement plus aussi à ma communauté, tu vois, aujourd'hui. Et il y en a forcément dans le lot, ça touche plus une génération qu'une autre. Mais en vrai, j'essaie d'aller chercher à chaque fois dans les personnes que j'interviewe, tu as des trucs où ils peuvent se livrer sur des choses intimes et donc ça peut un petit peu toucher tout le monde et même si tu n'apprécies pas forcément la personnalité de base ou tu la connais pas, tu trouves que c'est plutôt intéressant son propos. J'ai des discussions vachement profondes, tu vois, avec certaines personnes. On a parlé de Gad Elmaleh, sur la foi, sur le rapport à la notoriété, avec beaucoup d'acteurs, je l'aborde, avec Laurent Lafitte aussi. Enfin, tu vois, plein de gens comme ça. Et après, comment je sélectionne les interviews? C'est vrai que c'est pas facile. Parfois, les gens sont un peu étonnés de dire mais pourquoi t'as refusé cet acteur qui est hyper connu? Parce que le film, je l'ai pas aimé, par exemple, et je vais pas faire le faux cul et faire une interview et inciter les gens indirectement à aller voir le film. Alors que du coup, sinon, je perds toute crédibilité si j'encourage les gens à voir un film alors que le film, je le trouve pas bon. Et parfois, je fais les acteurs, j'ai déjà fait pour un autre projet 2 mois avant. Je vais pas les refaire tous les mois, tu vois, faut pas abuser, il faut aussi donner la parole à tout le monde. C'est bien de donner la parole aussi à des gens connus, mais c'est bien aussi parfois de donner la parole à ceux qui l'ont moins. Parfois, on donne vachement la chance aussi au coup de cœur. Je pense à l'histoire de Souleymane à Boussangaré. Je me souviens qu'il n'y avait pas beaucoup de médias qui allaient faire une interview avec parce que l'acteur n'est pas connu, le film, sujet sensible, les travailleurs sans papier.
Et puis au final, moi je me suis dit, mais attends, mais c'est trop intéressant de mettre en lumière un sujet comme ça, hyper porteur. Lui, c'est son histoire en plus, à Abou Sangaré. On fait l'interview, ça marche trop bien, et puis le film remporte le César, Abou Sangaré remporte le César du meilleur acteur. On l'a fait aussi pour 20 dieux, pareil, tu vois, petite promo, et au final, le film, pareil, a remporté des Césars. Et parfois, ça fait trop du bien aussi de mettre en lumière certains propos, tu vois. Donc, au-delà de la personnalité et son parcours. Abou Sangaré traverse son papier. Tu avais fait aussi Anton au pied de l'Himalaya avec Audrey Lamy, qui traite un peu de l'autisme. Complètement de l'autisme, ouais. Et tu vois, tu te confies, les gens en apprennent plus sur ces thématiques-là. Et donc, du coup, ça te... Ouais, tu vois, les gens, ils apprennent des choses. Ils apprennent, puis il y en a qui sont aussi concernés et qui s'identifient à certains discours, à certaines histoires, à certaines personnalités du fait de ces sujets-là qui sont pas tellement traités autrement. Grave, et parfois, c'est quand ces personnalités en parlent que ça va te faire rendre compte de l'importance du truc. Même, on avait parlé de déforestation avec Alexandra Lamy et Félix Moati pour un film qui s'appelle La Promesse Verte, que j'avais adoré. Donc, en mode... c'est trop bien quand non seulement la vidéo va plaire, et puis en plus c'est porteur de sens derrière, tu vois, c'est pas du vide. Ouais, mais ça c'est la magie du cinéma au départ qui traite de sujets. Mais justement, donc tu mets des gens en lumière et tout, je suis désolée, mais je vais prendre cet angle-là. Si demain t'as un acteur avec qui t'as prévu une interview ou que tu rêves d'interviewer, mais cette personne, parce que ça se fait de plus en plus, se retrouve dans la sauce, parce que question d'agression sexuelle ou je ne sais quoi, toi justement là tu fais comment la part des choses, tu balayes l'interview, tu la fais quand même, tu te poses quelques questions. En vrai, je sais que ça t'est déjà arrivé, mais c'est important de... Oui, il y en a d'ailleurs qui sont restés au placard, que j'ai jamais publié parce que, comme tu dis, en fait, certes, parfois tu dis, cette interview, je l'ai faite, c'était grave bien, et des moments, ça pourrait grave bien marcher. Ça pourrait marcher, ouais. Mais bon, d'un côté, tu vas te mettre à dos une partie de ta communauté parce que tu donnes la parole à quelqu'un où il faut pas donner la parole. Et là, je sais que parfois aussi, on m'envoie des propositions de films où certaines personnes ont pu avoir des petites controverses. Et bon, parfois, tu sais pas trop poser le pour et le contre. Et donc, voilà. Mais souvent, moi, je le fais pas parce que je sais que sur les réseaux sociaux, les gens, ils en ratent pas une. Quand t'es en télé, c'est pas pareil. Les gens, ils peuvent pas commenter en direct. Ils se font leur avis derrière la télé, mais après, bon, c'est parti. Sur les réseaux sociaux, vraiment, les gens commentent et se font une image de ton truc. Rapidement, il faut faire attention. Oui, non, mais en vrai, il faut faire attention pour comment ça va être reçu, mais même pour ton éthique à toi, genre. Ouais. Faire attention à qui tu mets en avant. Et justement, est-ce que toi, ça m'amène à une autre question un peu dans le même genre, mais comment tu, au sein de ton média, tu essayes de valoriser un peu la parité homme-femme, pardon. Ça, je voulais en parler parce que l'année dernière, j'ai eu 47% de femmes et 53% d'hommes, donc tu vois, quasiment parité. Alors je t'avoue que c'est pas quelque chose où je me dis spécialement, même si c'est vrai que tu vois, pour les films, quand il y a, je sais pas, 4 acteurs connus, j'essaie de faire un mix, tu vois, un homme et une femme pour avoir les deux. Après, c'est vrai que souvent c'est quand même plutôt bien foutu dans le cinéma où souvent l'équilibre au final se trouve, il y a pas mal d'actrices autant que d'acteurs. Donc au final, tu vois, je pense que quand tu as vu beaucoup de personnes comme moi, au final, tu vois un peu tous les horizons. Non, mais là, c'est bien, tu me parles des gens que tu avais interviewés, mais moi, de base, je t'orientais ma question dans les gens qui travaillent avec toi. Ah, d'accord, ok. Non, mais dans les gens qui travaillent avec moi. Oui. Comment tu gères ça? Déjà, est-ce que tu reçois beaucoup plus de candidatures féminines, masculines, et comment est-ce que c'est important pour toi de juger ça, ou est-ce que tu t'en fous et tu prends... Non, mais c'est vrai que là, j'ai plus de filles. C'est tellement mal vu de dire ça. C'est la vérité, t'as plus de filles dans ton média que d'hommes. Les gens ils vont se dire, mais pourquoi prendre plus de filles? Mais c'est juste que c'est pas voulu, quoi. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de filles qui ont déjà fait leur stage ou qui... Je me rends compte que c'est tellement bizarre de dire ça. Attends, j'ai trouvé la formulation. Ah non, c'est bon. Non, commence pas là. En fait, je trouve que c'est bien aussi d'avoir une touche C'est trop con d'en poser cette question, c'était sûr. Allez, attends, mais chut. On a combien d'enregistrements là? On a 1h08.
Oula. Après, t'as bientôt fini. Il me reste une question après, je crois. Nickel. Vas-y. Vas-y, oui. Allez. En fait, c'est horrible. Pardon, mais putain. Chut. Au pire, tourne ta tête, mais t'inquiète, je mettrai au montage. En fait, je trouve que c'est intéressant d'avoir une touche féminine aussi. Je sens ma voix qui monte, c'est horrible. Attends, chut, c'est bon, là, je l'ai. En fait, je trouve que c'est hyper... Chut. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir une touche. Là, vas-y, pose la question d'après. C'est bon, de toute façon, elle sert à rien, cette question. Pose la dernière question. Allez. Putain, ça me fait tellement rire quand tu fais ça. Il y en a 2, c'est sur les questions pour l'avenir du média. Déjà, est-ce que tu souhaites développer de nouveaux formats sur Runtime? T'envisages quelque chose? Ouais, ça je t'ai un peu dit. Donc en fait, le côté un peu sortir des hôtels. Non, si, c'est bon. Donc faire une interview. Non, mais c'est bon, c'était quoi? Puis je l'ai déjà dit ça. Oui, mais c'est pas ça que je voulais te demander. Bon, mais c'est bon, ça on l'a déjà fait. Je voulais pas que tu répondes ça, mais du coup, je vais te poser la question. Quels sont les futurs projets pour Runtime si tu préfères, comme ça tu peux. Il y a des projets en tout cas qui vont se faire à la rentrée et je suis trop content parce que ça va me permettre de me dire ok, je fais ça remplit non seulement le côté contenu, interview que je fais, mais en plus j'y trouve du sens, ça donne le sourire aux gens, ça peut aider les gens. C'est mon objectif, tu vois, d'avoir aussi cette tu vois, c'est le côté marque média. Ok, c'est Runtime, on l'aime bien parce que il fait ça, parce que il donne. Mais en tout cas, je vais toujours rester dans cet ADN. C'est un média qui est hyper bienveillant, qui est hyper simple, où on te laisse la parole. Je veux garder ce côté hyper authentique parce que c'est ce qui plaît. Vraiment, les attachés de presse, ils me le disent à la fin de l'interview en mode bah, l'acteur, il a passé un grave bon moment, c'est trop cool, on se revoit. Et les acteurs, ils le disent, tu vois, à chaque fois, ils m'envoient des messages, ils partagent en story. Et ça, rien que tu vois, le fait d'accepter les cross-posts sur Instagram et tout, ça montre que, tu vois, eux-mêmes, ils ont passé un bon moment et que, tu vois. Et donc voilà, j'espère continuer, que tout se passe bien, peut-être un peu après aller encore plus loin, peut-être ça, je ferai pas que des acteurs plus tard, tu vois. En tout cas, tu veux dire changer un peu de domaine, quoi. Ouais, il peut y avoir plein un peu d'autres verticales à imaginer. Mais ça, c'est l'avantage du web. C'est qu'on n'est pas comme en télé où il faut passer par 20 000 hiérarchies quand tu veux lancer un nouveau format. Tu vois, j'ai un format, le lendemain, je le lance, tu vois. Bah ouais, puis tu gères ton truc, donc non, mais c'est toi aux manettes, quoi. Donc en vrai, tu tentes, et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, tu as des idées, tu les lances. Et voilà, j'aimerais bien, tu vois, même tu vois, ici, là, à l'endroit où on est, lancer aussi une série d'interviews de personnes influentes du cinéma, mais de personnes de l'ombre. Donc, qui sont des agents d'image, des attachés de presse, des programmateurs, des directeurs de casting, des producteurs. Tu vois, toutes ces personnes qui font le cinéma, mais qui sont pas mis en avant et qui sont pourtant hyper intéressants. Parce que c'est tout le temps les acteurs, parce que c'est eux qui sont dans le film. Bah oui, mais en fait, les acteurs, ils travaillent 3 mois sur le film, mais derrière, tu as des producteurs, des réals, des scénaristes qui travaillent 3 ans dessus. Et ce film, c'est leur vie, tu vois. Donc c'est trop intéressant de les interroger. Ok. Et bah merci beaucoup. Bah merci Lucie, trop cool. Trop sympa. Oui. Génial. Bon bah royal. C'est la conclusion. Royal. La conclusion et l'introduction, c'est cata.